Nous, notre galère qu'on dit aujourd'hui, par rapport à nos grands-parents, nous, c'est rien. On n'a rien foutu, en fait. C'est pas vraiment une galère. Quand je raconte ça à mon grand-père, bah, il est mort de rire, quoi. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Faut pousser des portes. Faut pas en avoir peur, en fait. Faut Mhm. pas se mettre des... Déjà, la vie est un tout petit peu compliquée. Le contexte social, parfois, il est un peu compliqué. Il faut pas se mettre de barrières à soi-même. T'as un projet, tu avances. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. En tout cas, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Zimbita, j'ai 33 ans. Euh, je suis Head of Exilis APAC. Exilis, c'est une entité de performance de Havas, agence média. Et je suis à Singapour depuis un peu plus d'1 an. Voilà. D'accord. Ça consiste en quoi, en fait, ton Alors, travail? nous, à... Notre travail, ça consiste à faire des stratégies pour mesurer les vraies actions pour nos clients. Je m'explique, pardon, c'est-à-dire les clients, ils font beaucoup de pubs. Cette pub, elle peut être à la télé, elle peut être dans la rue, elle peut être dans des écrans dans le métro, etc. et sur Internet. Non, nous, notre partie, c'est plutôt la partie Internet et c'est surtout la partie qui va ramener une vraie action. C'est-à-dire à une vente, à un remplissage de formulaire, à une vraie visite sur le site. Tout dépend de l'objectif du client. Ça peut paraître simple, mais il y a tellement d'acteurs et tellement de fraudes sur Internet que tout ça doit être bien planifié en avance et utiliser les bons outils derrière afin d'y arriver. Parce que c'est très facile, je donne un exemple tout bête, c'est très facile de ramener beaucoup d'inscriptions pour un test d'une nouvelle voiture, un test drive d'une nouvelle voiture chez Peugeot par exemple, mais pour ramener des gens qui sont vraiment intéressés par ce nouveau modèle, c'est là où la différence de la stratégie et de l'expertise peut être très très importante. C'est quoi les types de fraudes? Les types de fraude, c'est que par exemple, n'importe quel partenaire ou n'importe quelle agence, quand elle va déployer des stratégies, elle va faire appel à ce qu'on appelle des publishers. Ces publishers-là, il y a des publishers tout simplement qui sont honnêtes, qui vont faire une stratégie honnête, qui vont vraiment faire une sorte d'enquête afin d'attirer des gens et afin d'informer sur ce nouveau modèle. Je reste toujours sur le même exemple. Mais il y en a d'autres qui sont un peu malhonnêtes. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est très facile de faire appel, on va dire, à des robots qui font des remplissages automatiques Mhm. sur un formulaire. Donc, côté client qui a bien tagué une page, il va voir qu'il a pas mal on va dire, de leads, on appelle ça le lead qui remonte, mais finalement, De gens qui cliquent sur le lien. Ouais. c'est des gens qui cliquent sur le lien et qui D'accord. remplissent, pardon, Ah, carrément, ça remplit ouais, le. ouais, ça remplit. Et donc voilà, finalement, tu te retrouves que tu as, par exemple, sur les 100 collectés, tu as 50 adresses non valides, 50 adresses email non valides. Ok. Tu as 50 adresses, 50 personnes qui sont hors cible. C'est le modèle proposé, c'est un modèle pour la ville et les personnes qui cherchent sont des personnes qui cherchent un crossover en SUV. Donc Rien à voir. voilà, D'accord. rien à voir. Ok. Donc là, en ce moment, tu vis à Singapour. Ouais. Pourquoi tu as choisi de venir vivre ici? Alors moi j'ai toujours suivi l'aventure tout simplement et l'opportunité. En fait dans la même boîte j'ai fait 3 ans à Paris. Je commençais un peu à faire le tour et j'étais toujours sur des clients internationaux. Et la dernière année, on va dire les 6 derniers mois, il y avait une restructuration à l'intérieur de Havas. Donc les clients internationaux sont partis chez un autre département. Donc il fallait soit suivre, soit accepter juste les clients locaux. Je n'ai pas de problème de travailler que sur des clients français, mais bon, c'est toujours intéressant de bosser avec quelqu'un d'Allemagne, de Dubaï, de l'Inde, d'Australie, des États-Unis, parce que ce sont des points de vue différents et des cultures de travail différentes. Donc le challenge, il est un peu plus intéressant. Euh,
Et du coup, je me suis un tout petit peu ennuyé. Entre-temps, il y a un concurrent de Havas j'ai- qui m'a contacté pour un poste à Singapour. Mhm. Et donc, Avas en France, c'est le numéro un. c'est numéro un en France, Mhm. l'agence Ouais. média numéro un en France. Et il y a un concurrent qui m'a contacté pour un poste ici. Ce concurrent, il est plus grand que Havas ici. Donc, je suis allé voir mon responsable, avec lequel je m'entends très bien, et je lui ai dit, ben voilà, j'ai une opportunité à Singapour. Je n'ai pas pensé avant, mais là, ça me paraît intéressant. Et il m'a dit, ben c'est marrant, mais on a exactement le même poste qui vient de s'ouvrir, et je voulais t'en parler. Et voilà, t'es venu juste avant. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Ça s'est fait comme ça. Ça a pris un tout petit peu de temps parce qu'il fallait terminer, il fallait finir pas mal de projets avant de partir. Mais en même temps, c'était beaucoup plus intéressant parce que je reste dans la même organisation, je connais le système, même si le contexte et le challenge est un peu différent en Asie. Ok. Au niveau de ton parcours avant, Mhm. t'as grandi en France ou bien... Non, moi j'ai grandi en Algérie jusqu'à mes 24 ans à peu près. Ok. Après, je suis arrivé en France pour faire mes études. Et pareil, j'étais censé aller en Angleterre parce que moi, je parle anglais et français dès, on va dire, à l'âge de 14 ans. J'étais déjà trilingue. Je parlais français, anglais et l'arabe, bien T'avais appris sûr, ça parce que... en... L'arabe? Ouais. Ah ouais, mais Donc l'arabe... t'avais appris ça en Algérie? En fait, l'arabe, ben, à l'école, en Algérie, on commence à apprendre le français. Euh, Ce qu'on appelle en Algérie en quatrième année primaire. Bon, le système a changé maintenant, mais ça veut dire à peu près quand tu as 10 ans. Mhm. Mais moi, j'avais l'avantage, et je l'ai toujours, que mon père est un prof universitaire de français. Il D'accord. enseigne même à la Sorbonne. Donc moi, j'ai appris le français parce que, voilà, c'est lui qui... J'ai compris ça plus tard, mais quand on est enfant, on apprend beaucoup plus rapidement les langues. Mhm. Après, tout dépend des capacités linguistiques de chacun. Et du coup, moi, à 5 ans déjà, je parle, je fais des phrases, je connais pas mal de choses en français facilement. Et donc, à l'âge de 10 ans, on va dire, quand les gens commençaient à apprendre les lettres en français, moi, je savais déjà faire des petits paragraphes, de m'exprimer, de faire des petites phrases, Mhm. etc., etc. Donc, j'avais un coup d'avance. Et en même temps, et c'est après, à ce moment-là, mon père, il m'a dit, bah, si tu peux t'intéresser à l'anglais aussi, ça peut être intéressant. Je me suis intéressé à l'anglais. On commence à l'apprendre à l'école quand on a, en Algérie, de toute façon, quand on a 12 ans, non, 12 ou 13 ans, Mhm. à peu près. Et pareil, là, on avait une bonne prof. Après, j'ai un peu bossé tout seul. Tu regardais des films, tu lisais des livres Ah ou... oui, voilà, c'est surtout des livres, beaucoup plus que Des les livres. films, c'était les livres parce que mon père, il avait c'est une éducation à l'ancienne dans ce domaine parce que pour lui c'est très intéressant que tu mets deux livres devant toi, tu lis ton histoire et tu mets devant toi ton dictionnaire. Quand tu trouves pas ce que ça veut dire un mot, tu vas ouvrir le dictionnaire et tu vas le chercher parce que selon lui, avec cette méthode, tu apprends beaucoup plus rapidement et ça reste. Tu te souviens que tu as cherché le Mhm. mot, tu as cherché... et c'est vrai, en fait. Ça a C'est marché. vrai, ça marchait. Et voilà, donc, comme je t'ai dit, j'étais censé aller en Angleterre parce qu'en Algérie, il y a un truc aussi magnifique, c'est que tu peux faire deux spécialités en même temps. C'est t'as D'accord. le temps et si t'es capable. Donc, moi, j'ai commencé... moi, à la base, j'étais censé aller vers la finance, voilà, vers les marchés internationaux parce que j'étais intéressé par la bourse et tout ça. C'est un domaine qui me fascinait beaucoup. Après, je vais dire pourquoi j'ai changé. Et, euh, et du coup, à ma deuxième année finance, je me suis inscrit à une master d'anglais. D'accord. À un master d'anglais, pardon. En même temps. Un master, c'est-à-dire un cursus d'anglais aussi. Donc, et en Algérie, la licence, c'est 4 ans à l'époque. Maintenant, c'est 3 ans, mais à l'époque, c'était 4 ans. D'accord. Donc, quand j'ai fini ma licence en finance, monnaie, banque et finance, ça s'appelle comme ça, j'étais en deuxième année anglais. Mhm. Et après, je me suis dit, bah, je vais continuer euh, juste jusqu'à la licence et après, je vais voir ce que je vais faire. En même temps, j'étais journaliste à l'époque. Ah ouais. Je travaillais pour un journal sportif en Algérie.
Du coup, ça m'a permis en même temps de mettre un peu de l'argent de côté parce que les études sont gratuites en Algérie, mettre un peu de côté, de vivre, mettre un peu de l'argent de côté, de m'amuser parce que je bossais sur des sujets que j'aimais bien, c'était le tennis, le foot, et moi j'avais le championnat français, anglais, italien, donc c'était très cool pour moi. Et voilà, après j'ai fini un master en anglais. Donc c'est pour ça que je voulais partir en Angleterre pour faire finance en Angleterre. Mais après j'ai postulé en même temps, j'ai postulé en France et en Angleterre. Mais finalement en Angleterre ça s'est pas fait pour des raisons, on va dire, un peu personnelles, mais aussi grosso modo je me suis pris un peu en retard. Il fallait attendre l'année d'après. D'accord. Et en France, j'étais déjà accepté. Et donc, c'est pour ça que je suis parti en France pour faire mon master. T'as pas du coup eu à faire le service militaire? Non, non. Alors, il y a une convention entre la France et l'Algérie. Et c'est Sarkozy qui a travaillé sur ce projet à l'époque et qui a été validé. C'est que pour tous les étudiants, parce qu'en France, il y a une grande communauté d'étudiants algériens, mais on va dire après, c'est un truc qui s'applique à tous les étudiants qui partent faire des études à l'étranger. Et ils passent pas de service militaire pour en fait, pour qu'on les incite à revenir s'ils ont envie de revenir et ont envie à participer dans le développement du pays. En Algérie, En Algérie, parce qu'à l'époque, c'était pas possible. C'était même si tu fais un doctorat jusqu'à tes 35 ans, un postdoc, un postdoc, ça peut être toujours risqué. Tu peux avoir ta carte militaire, mais ça peut être un peu compliqué. Donc, le gouvernement de l'époque a trouvé que c'est intéressant essayer d'enlever en fait cet obstacle pour les jeunes. Ok, donc c'était la bonne période pour toi. Oui, c'était vraiment la bonne période pour moi, oui. Ouais. C'était la bonne période. Et sinon, 18 mois de service militaire. Ça évite. Maintenant, c'est 1 an. Maintenant, c'est 1 an, Ouais, d'accord. parce que ça est passé de 2 ans à 18 mois à 1 an. Mais ça reste, voilà, ça reste pas évident de faire 1 an comme service militaire si t'as pas envie. Si t'as envie, c'est une autre histoire. T'as dit que ton père était professeur à la Sorbonne? Oui, il fait une partie. Comment en fait, la Sorbonne, il est affilié à la Sorbonne en France parce qu'il y a un truc qui s'appelle, c'est un truc de francophonie. Et lui, il fait partie, on va dire, de ces profs de francophonie à l'étranger. Lui, il vit à Constantine, il est prof à Constantine, mais aussi il a quelques conférences par an qu'il donne à la Sorbonne, à l'université de Créteil. Peu importe, ça dépend, on va dire, l'objectif de la conférence. Ok. Donc tu disais ensuite tu es venu en France. Oui, ensuite je suis arrivé en France. Pareil, j'ai fait première année en finance, toujours. C'était activité bancaire, sauf à cette époque, c'était vers 2010 ou un truc comme ça, 2011. Il y avait toujours les traces et on va dire, les conséquences de la crise de 2008. Donc, déboucher au niveau finance, c'était très compliqué. Et encore, le marché français, il est très régulé par rapport au marché, on va dire, un peu ultra-capitaliste, si je peux dire ça, à l'occurrence l'Angleterre, les États-Unis, etc. Donc il y avait un enjeu carrément différent en France, il y avait une politique carrément différente, et du coup il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Et donc, pour continuer dans la finance, c'était soit faire une école vraiment très connue et après espérer d'avoir une belle occasion, soit essayer de voir un autre domaine qui peut m'intéresser et essayer de voir de faire un master là-dedans parce que moi je voulais me faire une expérience juste après avoir mon diplôme. Et donc voilà, j'ai un peu cherché, il y avait un master très intéressant à l'HEC qui est dédié aux marchés internationaux. Mais bon, c'était un peu compliqué pour moi financièrement parce que à l'époque, tu vis seul. Moi, je travaillais dans un hôtel la nuit pour financer mes études le matin. Donc, j'avais pas assez d'argent. Le niveau, il y avait et il était là. Tout le monde était fasciné que je parle plusieurs langues parce que dans mon master d'anglais, j'ai appris l'espagnol et l'italien. Donc, je me suis retrouvé à 5 langues à la fin de mon cursus. Et du coup, et après, comme je t'ai dit, quand j'étais journaliste sportif, je bossais beaucoup sur l'espagnol et l'italien.
j'ai pu pratiquer l'espagnol et l'italien, et je les ai pratiqués après, et donc c'était très intéressant. Mais finalement, c'était un peu compliqué pour des raisons financières. Mais moi, le e-commerce et tout ça, ça m'intéressait toujours. Et il y avait un master de e-commerce à l'université de Créteil. C'est parmi les rares en France de l'époque de faire un master intitulé e-commerce. Et dans ce master, il y avait deux spécialités bien claires, soit cybersécurité, soit réseaux sociaux. Ok. Donc moi, j'étais intéressé par la cybersécurité. C'est tout ce qui est, on va dire, stratégie, c'est ce que je t'ai parlé tout à l'heure, pas tout à fait, mais pas loin. Sécurisation système de paiement. Donc j'ai postulé et sur, je pense, 500 personnes, ils acceptent 17 par groupe, donc 34 sur 500. Et j'ai été choisi dans ce... J'ai été accepté et voilà, alhamdoulilah, et c'est comme ça j'ai fait ma deuxième année en e-commerce là-bas. D'accord. Après, c'était un master très intéressant parce que sur le Master 2, ils ont un système où on fait un peu plus d'un an. Sur Master 2, on commence en septembre et on finit décembre d'après. Donc ça nous fait un an et 4 mois, un an et 3 mois. Mais sur un an et 3 mois, on passe 9 mois en entreprise. D'accord. Donc il y a un premier stage entre octobre et janvier. Et après, on revient à l'école de février à mai. Mhm. Et après, on fait un deuxième stage de juin à décembre. D'accord. Et ça, tu as deux stages sur un an, c'est très intéressant. Tu apprends pas mal de choses. En plus, il y avait un stage en M1 de 6 mois. Donc, dans ton parcours de master, et c'était le prof Jalal Boularba qui l'a créé en 2000. Il était visionnaire sur le domaine du e-commerce. Donc, sur un master de 2 ans, tu as à peu près, on va dire, un peu plus de 6 4 10 et 6. Tu as 16 mois en entreprise. Ce Mhm. qui est pas mal pour les gens qui cherchent quelqu'un minimum un an d'expérience. Mhm. Tu l'as déjà à ta sortie de master, si Mhm. tu t'es vraiment investi, bien sûr. Et voilà, donc j'ai postulé dans pas mal de postes. C'était moi la première expérience de recherche de travail en France, donc c'était très intéressant. Après, moi, j'ai jamais eu de barrière dans ma tête en fait. J'ai Mhm. jamais eu de soucis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières eux-mêmes par rapport au fait quand tiens, tu viens de l'étranger, tu parles. Mais je pense moi c'est parce que je parle très bien français. Je dis bah je vais postuler, s'ils vont me prendre, ok, s'ils vont Mhm. pas me prendre, c'est pas la fin du monde. Il faut être persévérant. J'ai postulé, j'en ai eu, je pense, sur une dizaine de CV, 5 ou 6 retours. Sur les 5 ou 6 retours, j'étais accepté dans 3 boîtes. Donc, tu dis, il faut juste se donner, il faut juste travailler. Et après, j'ai fait mon premier stage chez Thomas Cook parce qu'il D'accord. cherchait quelqu'un qui parle anglais, et, étant donné que la patronne, c'était une Hollandaise et qui parlait que anglais. Ok. Et donc voilà, c'est comme ça, j'ai commencé chez Thomas Cook, j'ai découvert un peu le domaine, et c'était vraiment dans le service e-commerce. Ok. J'avais deux responsables qui m'ont beaucoup appris, mais parce que j'étais très curieux aussi. Mhm. Et des fois, comme quoi il faut pas faire peur, pour la petite anecdote, il faut pas avoir peur, pardon, pour la petite anecdote, c'est que on avait une réunion avec la Big Boss. Les gens qui travaillaient avec moi, il y en a deux ou trois qui avaient un anglais très correct, et le reste, pas trop. En fait, ils avaient du mal à s'exprimer, ils Mhm. C'était comprenaient tout. moyen. C'était moyen, ils pratiquaient pas beaucoup. Et donc, elle a demandé de lui expliquer un projet, et elle parle avec, même si elle est néerlandaise, mais elle a passé toute sa vie à Londres, donc elle parle avec un accent anglais euh, très très fort, donc il faut vraiment bien distinguer les mots. Et du coup, moi, j'avais pas de soucis parce que tous mes profs, c'était des profs qui ont étudié en Angleterre ou qui venaient d'Angleterre, donc voilà. Et C'était des cours en anglais, tes profs? ouais, oui, oui, c'était des cours en anglais, la plupart c'était des cours en anglais. Ok. Et je veux dire, avant le master du e-commerce, dans le e-commerce, on avait 5 cours, je crois, sur 10 ou un truc comme ça qui étaient en anglais. Ah, c'est cool ça. Ouais. Et, euh, et du coup, je lui ai expliqué le projet, parce que si je peux me permettre,
parce que j'ai vu qu'il y avait un malaise. Mhm. Donc moi, je dis... Donc tu t'es mis en avant, ouais, je me alors suis c'était mis pas en forcément à toi de parler. bah, j'étais stagiaire. Mhm. J'étais le plus jeune de l'équipe, le stagiaire du groupe. Je dis, bon, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai un stage de 4 mois. Bah, ils vont pas me virer, quoi. Donc ça va, c'est pas très grave. Et j'ai expliqué. Elle était très contente. Après, elle a dit, mais c'est qui lui? Parce qu'on s'est jamais rencontrés à cette époque. Mhm. C'était juste 2 semaines après que je suis arrivé. Ah, bon, mon responsable de l'époque lui dit, ouais, c'est mon stagiaire. Ah, vas-y, c'est intéressant, c'est bien, etc. Et à ce moment-là, il y avait un petit lien qui s'est créé avec la responsable. Et il y a un petit respect aussi qui s'est installé pour dire, bah tiens, il a des compétences, etc. Mhm. Et comme ça, j'ai commencé à être un tout petit peu plus curieux sur les autres sujets. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus, même si j'ai passé que 4 mois dans cette entreprise. D'accord. Et donc ça, c'était le premier stage. D'ailleurs, Thomas Cook qui a fait faillite récemment. Oui, qui a fait faillite récemment et là qu'il y a pas mal d'offres de rachat. Je pense que en France, ils sont pas très grands. Bon, on se rendait pas compte, mais c'était un des plus gros acteurs, mais c'est en Dans Angleterre le où c'est voyage, dans le... énorme. Ouais, Mhm. après leur modèle, à l'époque déjà, en 2012 ou 11, on s'est dit, on se disait que c'était démodé, qu'il faut vraiment renouveler, parce que renouveler le modèle. Et on bossait un de mes projets, c'était repenser le modèle économique de Thomas Cook, étant donné qu'on a, en France au moins, parce qu'à cette époque, on avait Promo Vacances qui se lançait, on avait Mhm. tout ce qu'on appelait les pure players. Les pure players sont tout simplement tous les acteurs qui n'ont pas d'agence physique. Mhm. Et Thomas Cook France, on parlait qu'il y a à peu près, à l'époque, il y a à peu près 400 agents, 400 agences dans toute la France. Donc, 400 agences, c'est beaucoup de travailleurs, c'est beaucoup de salaires, c'est beaucoup de dépenses. Donc, comment essayer de faire, d'être rentable tout en gardant ce rapport avec l'agence, avec une génération qui est de plus en plus connectée. En Donc, essayant de pas virer les gens. et bien sûr, Mhm. c'est très important de nous. C'était culture aussi, un truc très culturel en France, c'est d'essayer de sauver les emplois des gens et de penser à un modèle qui peut arranger tout le monde. C'est pas toujours évident parce que la décision finale, ça vient de l'Angleterre, c'est un groupe anglais, donc c'était pas. Mais bon, c'était pas très évident, mais c'était intéressant comme challenge. Mhm. Et donc voilà, donc c'est là où j'ai appris un peu le e-commerce en société. Ça m'intéressait un peu plus et ça m'a confirmé que j'ai fait le bon choix. Et 4 mois plus tard, j'ai retrouvé un stage chez Bravofly. À l'époque, ça s'appelait Bravofly. Et Euh, donc là, tu parles de ton stage de master, hein. oui, dans mon Le stage. Ça, deuxième c'est stage de le master. deuxième stage du master qui partait de juin Décembre. à décembre. Et là, j'ai trouvé mon master et le master, le deuxième stage, pardon, le deuxième stage, c'était chez Bravofly. Donc Bravofly, c'est une boîte italienne Mhm. qui s'installe à Paris, qui se lance, mais qui avait un modèle économique très très agressif pour l'époque, qui sont spécialisés, pareil, c'est un pure player spécialisé dans les voyages, mais qui était beaucoup plus petit. Mais en Italie, ça s'appelait Vola Gratis en Italie, ils faisaient des chiffres énormes et c'est pour ça qu'ils sont décidés de se lancer sur l'Espagne et la France en même temps. Mhm. Donc on était 4 au bureau, ou 5, mais on avait un super patron, on va dire, qui s'intéressait à tout, qui était super curieux aussi pour développer le business et tout. Et il y avait un bon mélange dans l'équipe qui a permis d'apporter des points de vue différents et des visions différentes. J'avais des collègues, notamment Raphaël, qui bossait elle pour un concurrent de l'époque, donc qui a ramené pas mal d'idées. Moi, qui j'y venais, même si j'ai été stagiaire chez Thomas Cook, mais je suis arrivé avec pas mal d'idées. Notre patron à l'époque bossait chez Last Minute, et donc du coup, on a fait tout euh, on va dire un brainstorming pour bien travailler. Ça a bien marché. Mhm. Et, et donc, voilà, sur 6 mois, j'ai passé pas mal de temps en Italie parce que toutes les décisions se prenaient à Milan.
L'avantage, c'est que je parle italien, Mhm. donc ça m'a permis tout de suite d'être très à l'aise avec les gens, soit à Paris, soit à Milan. Et quand le business a bien marché, on était très rentable à l'époque. Donc je pense vers le mois de septembre, ils m'ont proposé un contrat pour rester avec eux après le stage. Et, et pour démarrer sa carrière, il n'y a pas mieux que démarrer généralement avec un stage juste après, on va Mhm. dire, avec un contrat juste après son stage. Et comme ça, j'étais embauché chez eux Donc, juste t'as même après. pas cherché à faire autre chose. En fait, j'ai cherché par sécurité et aussi pour voir. Parce que ce qu'il faut savoir pour un étudiant étranger, si tu trouves pas de travail, euh, il faut quitter le territoire. D'accord. Parce que il y a pas mal de gens qui se rendent pas compte, mais on passe par une étape qui est très compliquée qui s'appelle le changement de statut. Le Ok. changement de statut, tu passes de euh, étudiant à salarié. Et il y a des conditions très strictes. Parce que c'est normal, il faut donner l'avantage aux gens qui sont dans le pays, Mhm. ce qui est tout à fait normal. Mais ce sont des conditions très, très, très strictes. Il faut vraiment dire pourquoi tu as recruté telle ou telle personne. Moi, j'avais l'avantage que je parlais plusieurs langues, c'était un groupe multinational et notamment un groupe italien et que j'ai fait déjà un bon travail sur mon stage, pendant mon stage et que déjà j'étais en stage mais comme si j'étais en poste parce que je faisais le travail de quelqu'un qui est recruté. Mhm. Parce que tout de suite, on va dire, mes deux boss de l'époque m'ont donné pas mal de missions sur lesquelles euh, travailler et bosser pour bien faire les choses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu viens de l'étranger dans un pays, dans un autre pays, dans une autre culture, etc., tu te donnes 1000% pour dire que tu as ta place et que tu travailles bien Mhm. et et que tu mérites cette chance parce que c'est une chance et c'est une chance qu'il faut la saisir, qu'il faut la saisir. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas juste se mettre de barrières ou de limites à soi-même. Et donc moi je dis bah oui, ok, quand je voyais des gens hyper compétents, je dis mais c'est bien la compétence, mais certainement cette compétence est arrivée après le travail. Mhm. Et c'est toujours, on va dire, un principe que j'ai pratiqué, ça marche toujours. Tu travailles bien, tu te donnes dans ton travail pour faire les choses bien, ça va payer un jour ou à l'autre. Et donc c'était ça pour moi, c'est que il faut, même si c'était un stage, il faut faire des horaires. On faisait 9h, 19h à l'époque, alors que j'étais stagiaire et mes potes me disaient pourquoi tu fais 9h, 19h, t'es ouf. Mais moi c'était intéressant pour moi parce que t'imagines le truc, tu te retrouves dans une boîte multinationale, vous êtes quatre, c'est une boîte en pleine croissance parce Exactement. qu'on Mhm. faisait des chiffres énormes par rapport à notre staff. Donc, et du coup, ça te permet de travailler sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que tu es en phase beaucoup d'apprendre, mais il faut avoir la curiosité aussi. Et comme les Anglais disent, curiosity kills only the cats, ça tue que les chats en fait, la curiosité finalement. Pour la traduction, pour dire, ça fait pas de mal Mhm. si t'es curieux. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris, et c'est comme ça que on m'a recruté. À cette époque, nous, on avait un autre obstacle qui s'appelait la circulaire Guéant. Claude Guéant, à l'époque, il a sorti une circulaire qui a limité au maximum le nombre d'étudiants, d'intégration d'étudiants étrangers dans les entreprises françaises. Ok. Cette circulaire, elle n'était pas bien comprise par tout le monde. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui disaient, bon, nous, on ne veut pas rentrer dans des discussions et des sujets avec ce qu'on appelait la direction de travail. Et du coup, on s'en fout, quoi, t'es étranger, ben voilà, il faut chercher ailleurs, ou je sais pas quoi. Moi, ça m'est pas arrivé. Donc, mon boss, là, au moment qu'il me propose le contrat, je lui ai expliqué la situation. Et il m'a dit, écoute, moi, tu fais un bon travail, je t'aide, je vais me renseigner sur la procédure à suivre, et je te tiens au courant. Il s'est renseigné auprès de la procédure à suivre, on a fait le dossier, ça a été accepté, et en même temps, comme je t'ai dit, j'avais l'avantage que j'étais quelqu'un qui était déjà formé chez eux, donc ils ont dépensé de l'argent sur moi, et en contrepartie, j'étais quelqu'un qui travaillait bien, qui parlait plusieurs langues, qui parlait surtout les langues des marchés par lesquels ils sont intéressés, Mhm. et que on avait
on était rentable. Pour une petite entreprise, on était rentable. Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer cet obstacle. Et pour moi, c'était juste une étape comme une autre. Il faut juste... parce que à- au début de cette circulaire, elle a fait beaucoup de ravages, beaucoup de mal à beaucoup d'étudiants. Mais finalement, voilà, les choses ont rentré dans l'ordre. Et c'était juste une autre étape. Et après, à partir du janvier ou février, j'ai commencé mon nouveau contrat et j'ai commencé à bosser, quoi. D'accord. Mm. Et donc, après encore quelques expériences, juste avant. Ouais, et donc voilà, et là sur ce groupe, et comme quoi quand tu es toujours curieux, la boîte fonctionne très bien. Euh, donc on a le boss de l'époque qui est toujours le boss de la même boîte, Fabio Cannavale, qui adorait, qui avait toujours cette vision d'avoir une grande entreprise qui rachetait pas mal de groupes, rachète un groupe qui s'appelle Rumbo. C'est un groupe espagnol, c'est le premier tour opérateur espagnol. Et, et ce qu'il a acheté avec une très bonne affaire, on va dire, c'est ce qu'on appelle un euro symbolique, je crois, de l'époque. D'accord. Donc c'était une boîte qui faisait faillite. C'était une boîte qui se faisait abandonner par Telefonica. Parce qu'en fait, le groupe de télécommunications Telefonica a acheté ce Rombo au moment où ça fonctionnait très bien parce que ça ramenait beaucoup d'argent. Sauf qu'ils n'avaient pas d'expertise. Des gens clés chez Rombo ont parti, et ont quitté la boîte. Du coup, c'était compliqué pour Telefonica de la gérer, de recruter des gens de l'étranger pour le faire, etc. Ils ont tout fait, ils ont bien réfléchi. Après, ils ont décidé à les laisser partir. Hop, donc notre boss a sauté sur l'occasion. Il a racheté la boîte. Ils étaient 350 à Madrid ou un truc comme ça. Et donc à cette époque, il fallait faire un travail à Madrid parce que faire travail à Madrid pour, on va dire, essayer pas d'imposer, mais d'enseigner la philosophie de la boîte aux nouvelles équipes. Et donc il fallait des gens qui allaient là-bas. Et moi, j'ai dit à mon boss que ça me pose pas de problème. Écoute, je suis jeune, célibataire. Je peux aller là-bas, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça que je suis parti à Madrid. Okay. Donc, après, c'était des allers-retours. C'était beaucoup d'allers-retours entre Madrid et la France, et Paris, pardon. Mais voilà, tu te retrouves dans une autre boîte avec 300 Espagnols majoritairement. Et avec une culture de travail carrément différente. Et si tu veux apporter une manière de travail, un modèle économique qui est très très différent, sur des produits très différents. C'est ça, c'est très intéressant. Et tu rencontres des gens qui ont fait des grandes écoles, des gens qui ont bossé en Australie, aux États-Unis, dans des endroits différents. Et pour moi, c'était très intéressant. Tu as 27 ans, 26 ans et tu es dans ce domaine-là avec des gens comme ça, plein de talents et de compétences. Et on va dire, en quelque sorte, j'avais pas une carte blanche, mais j'étais le plus jeune de l'équipe. Donc si tu fais d'erreurs, c'est pas très grave. Tu es en train d'apprendre, tu peux proposer des choses. Et c'est comme ça, je commençais à m'intéresser à la stratégie, de proposer pas mal de choses d'être curieux. En même temps, pas de problème avec l'espagnol. Tu es dans le pays, tu le pratiques, donc toutes tes capacités linguistiques reviennent très rapidement. Et la langue, c'est l'outil, hein. Il faut pas se mentir. Quand tu es en Espagne, tu parles à un mec en anglais, il te répond en anglais. Même s'il parle bien anglais, si tu parles en espagnol, il est encore plus content. Parce que même au niveau de son cerveau, il va pas faire beaucoup d'efforts. C'est comme ça, c'est naturel. C'est comme quelqu'un en France, si on parle en anglais ou en français, il préfère le français. Donc c'est exactement pareil. Et c'est là-bas en Espagne où j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le côté stratégique avec 2 personnes là-bas. Et donc c'était très intéressant cette, on va dire, parenthèse espagnole. Et la boîte est devenue rentable. Donc, tout le travail est là. Donc, tu fais partie toujours de cette équipe de winners, là où ils vont, le travail est rentable. Donc, c'est cool. C'est important, il faut juste savoir le mettre en avant. C'était beaucoup de travail, c'était pas toujours évident. Des fois, tu prends des décisions qui sont pas bonnes. Tu te réveilles le matin, tu vois que tu as fait perdre à la boîte 5000 euros la journée d'avant, mais 5 jours après, tu prends une décision et tu vois que tu te lèves le matin et tu as fait 100 000 euros de bénéfices. C'est comme ça, c'est le jeu. Et c'était plutôt intéressant.
Et donc, Rombo bien installé, etc., le groupe décide de racheter Last Minute. D'accord. Alors qu'il était beaucoup plus grand que Rombo, et beaucoup plus grand parce qu'on a racheté aussi un comparateur qui s'appelle JetCost. Ouais. Qui était petit parce qu'il n'y avait que 3 personnes dedans, mais qui était hyper rentable. Mais c'était un rachat qui n'a pas beaucoup fait de bruit. Mais par contre, le rachat de Last Minute, oui, un groupe multinational, anglais, que Sabre. C'est Rambo qui a racheté. Non, c'est Bravo Fly. Rachète JetCost, rachète Rombo, et là, il rachète Last Minute. En 2 ans, 4 boîtes. Parce qu'il a racheté une autre boîte en Italie aussi. Et rachat de Last Minute, donc là, c'est vraiment un plus gros rachat. Très structuré. Les équipes en France, c'était à l'époque une centaine de personnes. En Angleterre, 300. À Bangalore, il y avait 100 personnes qui travaillaient sur la technique. Donc c'était différent. Et là, il y avait complètement une nouvelle structuration de l'équipe, un nouveau changement. Et là, moi, je commençais à être un peu fatigué parce que à chaque fois que tu t'es habitué à un modèle, on rachète une autre entreprise, etc. Mais c'était plutôt intéressant. Tout recommencer, en fait. Voilà, et, presque. Moi, chez Last Minute, on a tout recommencé parce qu'il y avait des équipes sur place. Donc, toi, quand tu débarques du côté de la boîte qui a acheté, c'est jamais évident. T'as beau être sociable, compétent, etc. Les gens, ils vont être à la défensive. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis très bien réussi à m'intégrer, à faire un peu... à travailler comme je travaille d'habitude, à expliquer ce que je fais. C'est très important, la communication dans une entreprise et ma manière de voir les choses. Mais on va dire c'était une organisation à l'ancienne et archaïque. Il y avait quelques personnes qui voulaient rester dans leur poste sans forcément essayer de comprendre ce que les autres font ou considérer que les autres ils sont pas forcément très intelligents, je sais rien. Mais j'ai compris après que c'était juste la fin de cycle pour moi. Donc l'aventure était belle. On était quoi? Dans le groupe où on a commencé, on était 150, 200. Au moment où je suis parti, on était 1000. C'était génial. Chez tout le groupe. Ah, tout le groupe. Si on prend, parce qu'après, le groupe a pris le nom de Last Minute. Parce que Last Minute, c'était le nom le plus connu. Pour avoir donc, un branding. Voilà. Ouais. C'était plus Bravo Fly, c'était plus Rombo. Ça s'appelait Last Minute Group. Et dedans, il y a une vingtaine de marques, dont Bravo Fly et Rombo, Evola Gratis, etc. Et JetCost. Et donc, sous l'organisation Last Minute, j'ai fait 7 mois, je crois. 7 mois où je l'ai passé majoritairement à Madrid, et entre Madrid et Paris. Et après, voilà, il y avait l'opportunité. J'ai commencé à chercher. Il y avait des boîtes qui ont voulu me chercher. Et je voulais essayer l'agence. Parce que généralement, les gens, ils font le parcours inverse. Ils commencent chez l'agence et après, ils vont chez le client. Moi, je voulais faire le parcours inverse. C'est-à-dire l'agence. C'est-à-dire l'agence comme Havas, comme Publicis, comme WPP. Ça, c'est des agences de pub. Donc les gens généralement ou les stagiaires cherchent d'abord là-bas à faire carrière parce que là-bas c'est plus facile à embaucher un junior parce qu'on a toujours besoin de beaucoup de juniors pour faire beaucoup de travail opérationnel et même stratégique parce qu'il y a pas mal d'agences qui commencent à repenser leur modèle d'intégration de juniors et du coup les gens commencent là-bas pour faire une bonne expérience et après ils vont chez le client. Et en même temps, ils vont toucher à 4-5 clients dans leur début de carrière, c'est pas très mal. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai commencé chez le client et je voulais aller chez l'agence. Tout le monde m'a dit, mais c'est un suicide, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas travailler à pas d'heure. Je dis, écoute, moi, il faut que j'y aille, sinon je peux pas croire les gens. C'est très important, c'est pas que je peux pas croire. Merci pour on va dire, pour le conseil, mais on n'a pas la même explication de ce qui galère ou pas. C'est vrai ou pas? Il y a des gens, si le taxi il fait un retard de 5 minutes, c'est la fin du monde. Nous, on attendait le bus 1 heure pour aller à l'école. Donc, c'est pas très grave. On va dire, il faut toujours essayer de relativiser, il faut toujours essayer de voir le côté positif. Donc, j'étais recruté chez l'agence. Chez l'agence, je rentre, je prends un poste un peu plus important. J'avais une petite équipe de 6 personnes. Donc l'agence, tu touches à tout et à tous les clients. Et là, c'était intéressant parce que même si je faisais ça côté client, là, la philosophie est différente. Là, tu gères l'argent des autres. Chez les clients, tu gères ton propre argent. Ce qui n'est pas
du tout pareil. C'est une autre manière de penser. Comment être le plus compétitif possible. Tu as devant toi des agences avec plein d'experts, avec plein d'expériences aussi différentes. Donc, il faut être très intelligent dans la manière de travailler. Et chez l'agence, c'est là où j'ai commencé à travailler sur des grandes marques comme Accor, comme Peugeot, comme Lactalis, comme les marques du groupe Novencia, etc., etc. Et c'est bien. Et là, pareil, j'ai réussi à me démarquer. Niveau d'anglais, mon niveau d'anglais m'a beaucoup aidé toujours parce que je suis parfaitement bilingue. Donc, pour tous les clients internationaux, je me suis positionné tout de suite. J'avais une boss à l'époque et le patron qui est toujours mon patron aujourd'hui, quelqu'un qui m'a fait beaucoup de confiance et qui me fait beaucoup de confiance et qui m'apprenait beaucoup de choses. Mais en même temps, je travaille beaucoup et je suis curieux à apprendre les choses que je connais pas. Pour moi, il y a un truc très important dans l'entreprise, c'est que quand tu sais pas un truc, tu le dis que tu le sais pas et que tu as envie d'apprendre. Parce que, en fin de compte, et c'est une philosophie que j'ai, tout s'apprend. Il n'existe pas un truc qui s'apprend pas. À part, tu veux avoir le même niveau que Zidane ou Messi au foot. Ça, il faut vraiment être talentueux. Oui. Mais à part ça, tout s'apprend. Au moins les bases. Voilà, il faut vraiment, si tu bosses, si tu t'intéresses et si tu donnes, c'est une philosophie que mon père m'a toujours inculquée et ce qui est vrai. Il faut juste s'intéresser. Donc je commençais à m'intéresser à des expertises que je connaissais pas très bien, je connaissais que des bases, mais j'en étais persuadé que je vais y arriver, qu'il n'y a pas de raison. Et voilà, et un jour, pareil, il faut juste savoir se positionner. Un jour, je viens mon boss rentrer, il vient rentrer, et il me dit, en fait, toi, tu as bossé dans des groupes de tourisme avant? Ben, je dis, oui, pourquoi? Moi, j'en avais marre du tourisme, en fait. J'en avais marre, je voulais voir autre chose, j'exagère. J'avais peur qu'il te demande... Il m'a dit, on a un client, un pitch en urgence, ils ont une nouvelle boss, elle veut tout refaire. Voilà. Donc, les 10 jours là qui arrivent, tu fais rien, tu fais que ça. D'accord. C'est qui le client? C'est Fly Emirates. Oh, gros client. Voilà, gros client, belle marque. Je connaissais pas du tout le contexte. Donc, nous, déjà, il y avait plusieurs niveaux avant que l'information arrive chez nous. Donc, au moment qu'on a reçu le brief et le pitch n'était pas complet pour moi. Donc, je lui ai dit à mon boss, je trouve qu'il est pas complet. Bon, il m'a dit, écoute, on essaye de bosser comme ça. Comme ça, ben, je dis là c'est trop tard parce que elle a donné la cliente de l'époque, elle a donné une échéance très courte et moi j'étais pas informé dès le premier jour. Il m'a dit t'inquiète, je vais le présenter et après on en parle. Donc il a fait une petite présentation tout seul. La cliente elle était pas très satisfaite. Donc et mon manager c'est quelqu'un qui est très intelligent dans la communication. Il dit bah peut-être on a reçu l'information pas complète. Donne-nous un brief précis avec des objectifs précis. Et là, on va te répondre avec une réponse précise. Elle dit oui, là, ça me va. Là, c'est sa manière de travailler. Parce qu'il faut savoir que la personne qui est arrivée chez ce client à l'époque, c'était une personne qui arrivait d'une grande plateforme de e-commerce à Dubaï. Ça s'appelle Souk. C'est l'équivalent de Amazon ici. Okay. Amazon ou Lazada ici à Singapour. Et donc, il avait ce qu'on appelle une manière de travailler très perf. Et nous, on est une agence de la perf. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, la perf, c'est vraiment l'action concrète. C'est la réservation, c'est la vente, c'est comment faire. Ne me raconte pas de comment je vais gaspiller mon argent pour que je sois visible. Ça, je sais le faire. Elle veut voir des chiffres, exactement. Donc moi, tous les acteurs sur le marché, soit au niveau national ou international, je les connaissais parce que je bossais avec eux. J'étais une marque de ces acteurs avant. Et on avait même une marque dans le groupe qui est JetCost, qui bossait pour les compagnies aériennes. Donc moi, les compagnies aériennes, il n'y avait pas de secret pour moi. Mais le challenge était différent. Parce que là, on parlait d'un business sur 55 pays qui intègre ce qu'on appelle les agrégateurs ou les moteurs de recherche, Facebook, la stratégie de contenu. Il y avait beaucoup de trucs un peu plus techniques pour ça. Donc moi, quand j'ai vu ce qui était fait avant, j'ai dit... mon manager, en fait, moi, je ne bossais pas comme ça. Il m'a dit, bah écoute, hein, on rase tout. On refait tout à zéro. Je dis, ok, on va tout refaire à zéro. Donc,
on a tout refait à zéro. Je bossais sur ça, je pense, pendant 15 jours. Je faisais que ça, du matin au soir. Mhm. Avec, bien sûr, l'aide de mon manager et quelques gens de l'équipe, parce c'est 55 marchés, il faut que tout le monde mette la main dans la pâte, met la main dans la pâte. Et tout le monde était étonné, mais t'es sûr qu'on va... Bah, je dis, écoute, c'est comme ça, ou bah, pour moi, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Donc, j'ai essayé de faire un truc très simple, parce que le modèle, les moteurs de recherche, le côté technique du moteur de recherche, la personne dont les moteurs de recherche fonctionnent techniquement et côté publicitaire, c'est pas évident pour tout le monde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout simplement un guide à appliquer dans chaque agence, de A à base, dans chaque marché, et comme ça, et on centralise toute la supervision à Paris. Ce qu'ils cherchaient, eux, c'était améliorer leur manière d'achat. Ils trouvaient qu'ils gaspillaient beaucoup d'argent sur ces partenaires sans avoir un résultat. C'est-à-dire les partenaires, À les plateformes l'époque, de vente. les plateformes de vente, les moteurs de recherche, à l'occurrence, en France, on va prendre des modèles un peu plus connus comme des moteurs un peu plus connus comme Kayak, comme Liligo, comme Skyscanner. Parce que ces gens-là, il faut savoir que les résultats qu'on voit apparaître pour une recherche Paris-Dubaï, c'est pas anodin. Paris-Dubaï, pour que ça arrive en premier, il y a des conditions à respecter. D'accord. Des conditions payantes et des conditions naturelles. Okay. Et donc, c'est ce côté qui était un peu obscur pour les gens. Parce que un sales, quand il vient de chez un partenaire, il va te dire, ben voilà, nous on a ça, tu me payes ça, tu vas avoir une visibilité comme ça. Donc, le mec, il pense que c'est juste comme ça. Le mec en face, s'il fait pas de recherche, s'il fait pas de stratégie, il va faire de l'achat bêtement. Il sait même pas ce que ça va rapporter. Exactement. Et même s'il va, il va le savoir, il va faire des trucs approximatifs. Après, il faut le dire qu'on avait une équipe sur place qui a travaillé longtemps sur le compte. Donc, heureusement qu'ils avaient beaucoup de réflexion, ils avaient beaucoup d'historique qui était très important pour nous aider. Et donc, on a tout refait. Donc, la cliente, elle a dit, est-ce que si on est sûr ou pas de ça? Ben, je dis à mon boss, écoute, hein. La nana, elle nous a dit clairement, c'est soit vous me redressez les perfs, soit je vous vire. Ben, je dis, on n'a pas trop le choix en même temps, hein. Donc, il faut faire une chose. Et, alhamdoulilah, ça a payé 3 mois plus tard, tout est passé en vert. Parce elle nous a donné 3 mois, tout ça, pour le test. 3 mois. Et c'était tout simplement optimiser la manière de travail. C'est ce que j'ai fait avec mon équipe. Et voilà, je suis un peu devenu la star pour la petite période. C'est lui qui a redressé avec son boss, Fly Emirates, etc. Et donc, c'était très intéressant. 9 mois plus tard, le client nous invite à Dubaï pour voir les performances. On ramène les partenaires. Et ça fait tellement plaisir de débarquer chez un client que tu as essayé, que tu as réussi à inverser les chiffres, de passer du rouge au vert. Et donc, elle était très contente, elle est très ouverte. Elle a renouvelé 3 ans de contrat avec l'agence. Donc, tout ça, mais pareil, pour dire, il faut revenir au travail, il faut revenir à ne pas avoir peur et d'essayer des choses, s'intéresser juste à son travail et de voir comment on peut faire les choses bien au maximum. Après, oui, des fois, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas, mais si on y croit, on y arrive. Pour moi, c'est comme ça, en fait. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, à partir de là, c'est là que tu es venu à Singapour. Oui, voilà. À partir de là, j'ai encore progressé dans ma boîte où j'ai pris une équipe un peu plus grande avec des challenges différents, etc., sur des clients différents. Tu es devenu un peu manager En fait, moi, quand je suis arrivé manager, mais là, voilà, je suis passé au niveau au-dessus. Et là, pendant 1 an, pareil, j'avais un autre challenge. C'est carrément ramener plusieurs expertises en même temps, c'est-à-dire en fait parce que l'agence des fois c'est très segmenté, des gens spécialisés dans le search payant, des gens spécialisés dans le search naturel, des gens spécialisés dans l'affiliation, sont des équipes séparées mais qui travaillent pour le même client. Donc nous on a eu l'idée mais nos managers ils ont eu l'idée de tout intégrer sous une même équipe et faire un échange d'expertise pour que pour que le client va avoir un seul point de contact qui peut parler de plusieurs expertises. Ça vient pas du jour au lendemain. C'est très difficile pour faire apprendre à quelqu'un une expertise du jour au lendemain. Mais on a fait des formations, des plans internes, etc. pour à minimum finir l'année avec 2 expertises. Et ce qui a bien fonctionné d'ailleurs. Et à partir de ce moment-là, voilà, je suis resté 1 an et quelques dans ce poste et après je suis arrivé à Singapour.
D'accord. Donc là, ça fait Ça fait un an et quelques. un an et quelques. Un an et 2 mois que je suis à Singapour. Oui. D'accord. Et par rapport à l'Europe, le marché ici, il est comment? Alors, le marché ici est carrément différent. La culture est carrément différente. Donc, qui dit culture différente, dit une culture de travail carrément différente. On se fait beaucoup d'idées sur les Japonais, les Chinois avant de venir, comment ils bossent, etc. Et c'est pas ce qu'on imagine du tout. C'est carrément différent. Il faut juste comprendre les codes. Moi, mon C'est quoi qu'on s'imagine sur... Alors, par exemple, si on parle de japonais, on parle toujours de rigueur dans la Hmm. manière de travail, etc. Euh, c'est pas tout à fait vrai dans la manière de travailler, je veux dire. Ils sont très, je veux dire, beaucoup plus méthodiques que rigoureux. C'est-à-dire, il faut juste comprendre la méthode avec Mhm. laquelle ils travaillent. T'intègres cette méthode dans ta stratégie et c'est à ce moment-là qu'ils vont acheter ton produit. Mhm. C'est comme ça que ça fonctionne. En Chine, pareil. En Chine, il faut toujours avoir, euh, on va dire, des gens sur place qui sont compétents, qui sont très orientés vers les attentes de marché, qui cherchent que la croissance. Mhm. Donc, dès que tu as les bonnes personnes qui peuvent vendre cet aspect-là sur place, là, tu vas faire des progrès. Donc là, moi, j'ai un marché de... Donc, j'ai pris le poste comme responsable de l'entité de la perte de la passe en Asie. Et Donc toute la zone Asie... oui, moi, je suis ma N plus un qui a un scope de 10 marchés à peu près. Donc oui, là, pour cette année, on a toute l'Asie. Pour l'année prochaine, on a décidé de mettre la Chine à part parce que c'est un marché qui c'est avance unique. très vite et il faut lui accorder beaucoup de temps. Et c'est pas très stratégique d'être responsable de la Chine à partir de Singapour. Donc Mhm. ça me fait beaucoup loin, etc. Donc on va mettre une stratégie à partir de Hong Kong ou de Taïwan pour voir Mhm. comment faire avancer la chose. Donc voilà, donc mon travail c'était d'implémenter parce qu'il y avait des marchés où la marque, notre entité n'était même pas implémentée, elle Mhm. n'existait pas. Donc mon travail c'était d'implémenter et l'expertise, la culture et l'entité des fois dans les marchés en question. D'accord, donc c'est du recrutement, c'est... Alors, il y a de tout. C'est du formation, du recrutement, c'est gagner des clients, Mhm. c'est essayer d'intégrer la manière de travail qu'on a au global, c'est essayer de pratiquer, d'intégrer les bonnes pratiques qu'on a en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la France, au niveau digital, c'est un marché hyper avancé Mhm. pour une simple raison, parce que le consommateur français est très compliqué. Parce Mhm. que le consommateur français toujours cherche à lire, à comparer, à faire la différence, Chercher le moins cher. à beaucoup chercher. Le Ouais, moins cher ou le plus cher, ça dépend de la ouais, cible. ouais. Et ça, derrière nous, comme experts, ça nous donne des insights du manière du comportement du consommateur et comment faire pour trouver la bonne stratégie sans être intrusif forcément et sans bombarder le consommateur par un millier de bannières publicitaires qui est qui est outdated de toute façon. Mhm. Et, et donc là, donc on fait beaucoup de tests en France, on a beaucoup de startups très intéressantes en France. Déjà au niveau de création startup, je crois cette année la France est en première position Mhm. parce qu'il y a beaucoup de jeunes en sortant. Donc les Français euh, essaient, ou les gens qui font des études en France, Mhm. essayent de créer des startups. Soit ça marche pas, mais Ouais. ils essayent d'innover, de créer des startups. Et nous, comme experts, on rencontre beaucoup de startups comme ça, comme beaucoup de nouvelles technologies. Et ça nous donne des idées, des nouvelles idées, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre et après tu les analyses. Ça dépend le contexte et ça dépend comment tu les utilises. Donc on s'est habitué, on est habitué au marché compliqué. Mhm. Sauf que ici le marché il n'est pas compliqué, il est différent. Et il faut avoir une tolérance par rapport à cette différence, Mhm. premièrement. Et deuxièmement, c'est intégrer la manière de travailler locale si tu veux faire de l'argent. Tout en restant on va dire, méthodique pour apporter du business et apporter du nouveau aux équipes locales. Donc voilà, donc ma mission c'était ça, et même mes équipes avant, ils n'avaient pas un manager pour faire ça, donc ils sont très contents d'avoir quelqu'un sur place qui essaye d'être le plus proche possible, qui les aide sur le pitch, qui ramène des nouvelles idées, qui essaye de leur apprendre comment faire le travail, parce que moi je délègue beaucoup
je... Parce que ici, les gens sont protecteurs à leur travail. Ils pensent que parce que tu es arrivé, tu vas lui prendre le travail. Ben non. Parce qu'au contraire, je veux juste te montrer comment tu peux avancer un peu plus rapidement avec des nouveaux outils. Et au moment où ils ont compris ça, ils ont commencé à être beaucoup plus ouverts, beaucoup plus dans le partage. Et voilà, sur des marchés, on avance rapidement, sur des marchés, on avance moins rapidement. Mais ça va arriver, je m'inquiète pas, on va dire. Cool. Bon, on a parlé de ton parcours. Comment est-ce que tu concilies religion et vie professionnelle? Ben, pour moi, c'est privé, la religion, tout simplement. Personnellement, ça m'a jamais posé de problème, ou posé de problème à mes collègues, ou à mes collaborateurs, ou quoi que ce soit, parce que ça reste du l'ordre de privé. Nous, on a une religion qui est en fait, qui est très claire, et qui est très simple à appliquer Mhm. quand on veut simplifier les choses, parce que c'est une religion qui est basée sur l'honnêteté, sur bien faire les choses, sur aider toujours son prochain, etc. Et c'est comme ça que je m'exprime. Moi, c'est ma manière de voir les choses, c'est comme ça que j'exprime ma religion. C'est à Mhm. travers mes actions. Et mes actions, c'est toujours être présent là pour mon équipe, être à l'écoute, euh, avoir toujours le sourire le matin, dire toujours bonjour quand j'arrive avec le sourire, aider la personne qui est dans le besoin, Mhm. bah voilà, essayer de corriger les choses qui sont pas forcément correctes ou quoi que ce soit, Mhm. essayer de bien parler avec tout le monde, d'être tolérant avec tout le monde et avec la différence de tout le monde, euh, parce que voilà, sans rentrer finalement dans des discussions un peu plus complètes, un peu plus compliquées, pardon. Et s'il y a des gens qui comprennent pas ou qui ont des préjugés, il faut être intelligent dans la manière de répondre, parce que je trouve qu'on a une responsabilité par rapport à ça. Mhm. C'est au moment où quelqu'un a un préjugé, il ne faut pas répondre par l'agressivité, mais il faut répondre par la logique. Il n'y a pas plus logique qu'en notre religion. Si on trouve pas si on trouve pas un texte mentionné dans le Coran, on trouve toujours un hadith pour appuyer telle ou telle Mhm. chose. Et voilà, donc le prophète a dit que les gens, alayhi salam, les gens qui sont bien élevés, ce sont les gens qui seront le plus proches de moi le jour du jugement. Mhm. Euh, أقربكم مني مجلسا يوم القيامة محاسنكم أخلاقا. C'est-à-dire, grosso modo, quand tu es bien élevé, quand tu as des bonnes valeurs, parce que ça, tout est dedans, tu vas être proche du prophète alayhi salam, le jour J. Mhm. Et c'est pas pour rien. Ce sont des choses qu'on utilise tous les jours. On va dire la bonté, la manière de faire les choses, la générosité, aider son prochain et tout ça. C'est des choses que tu peux utiliser en entreprise comme tu peux utiliser en vie privée. Donc, personnellement, ça m'a jamais posé de problème. Il y a un code, c'est que le code est très simple. C'est toujours respecter les gens qu'ils invitent, respecter les gens auxquels tu vis, et tout en gardant tes principes, parce que pour moi, c'est compatible et c'est pas contradictoire. D'accord, très bien. Donc, t'as jamais eu de problème, par exemple, par rapport au halal, enfin à la Hmm, nourriture, Non, on pose même pas de questions. non, Enfin, non, non, franchement, j'ai jamais eu de pour la soucis. prière. Il y a toujours des alternatives. Heureusement qu'on vit dans un monde qui est tellement où il y a beaucoup de choix aujourd'hui. Donc, si tu trouves pas l'accès à la viande que tu cherches, bah, tu peux manger végétarien. C'est Mhm. un peu comme ça. Il faut s'adapter au contexte. Mhm. On peut pas toujours avoir le contexte qu'on veut. Euh, et finalement, c'est comme ça qu'on avance, je trouve. Et c'est comme ça qu'on donne l'exemple. Parce que, euh, encore, pour moi, un truc très important que le prophète alayhi salam nous a enseigné, c'est la tolérance. Mhm. Et la tolérance envers beaucoup de choses. Et, c'est on va dire, c'est une forme de tolérance et d'adaptation Mhm. que je fais quand j'ai ça. Donc, franchement, moi, je me suis jamais euh, mis de barrière par rapport à ça. Et Mhm. il faut pas la mettre parce qu'elle est dans la tête avant tout. Mhm. C'est-à-dire, si tu as envie de faire un truc ou de postuler pour un job, postule,
C'est vraiment les Tu auras compétences peut-être qui comptent. plus de difficultés, mais enfin, ça t'empêchera pas de trouver quelque chose. Bah, c'est normal, mais la difficulté, ça existe pour tout le monde. Tu peux tomber sur des gens malsains, mais des gens, ces gens-là, ça fait partie de l'expérience de la vie. Parce que si tout est facile, ce sera pas cool, quoi. Ce sera pas intéressant à vivre. Donc, il faut toujours avoir un peu de difficulté. Il faut toujours dire que on a un Dieu bienveillant qui est toujours là et qui est toujours là qui veut notre bien si on veut du bien pour les autres. Et donc voilà. Donc moi, je veux toujours du bien pour les autres et j'essaye d'aider les autres au maximum. Mhm. Et je pense que c'est la source et c'est l'essentiel et c'est le principe le plus important et c'est comme ça que Dieu nous aide avec des épreuves toujours bien sûr, tout en séparant vie privée et vie professionnelle et religion. Ça, pour moi, ça pose aucun problème si on trouve à faire le bon équilibre. D'accord. Euh, pour arriver où tu en es, quelles sont les compétences qui t'ont aidé, que tu as construit ou que tu avais déjà quand tu étais jeune, Ouais. qui t'ont aidé le plus? Alors, moi, on va dire si on dit au niveau professionnel, compétences acquises à l'école, c'est principalement les langues. Mhm. Les langues, c'est les outils. C'est l'outil essentiel pour beaucoup, beaucoup de choses. Aujourd'hui, bien sûr, c'est l'anglais. Mais aussi, il y a d'autres langues importantes comme le français, comme l'arabe, comme le business, comme l'espagnol, qui sont importants pour le business, comme le chinois aujourd'hui. Je pense que c'est fondamental de connaître au moins deux, trois langues. Je pense trois. Si Trois. on veut s'intéresser au business international, minimum trois. Mhm. Minimum 3 dans l'onglet impératif. Après les deux autres, ça dépend. Si on est en France, bien sûr, il faut le français. Pourquoi pas l'espagnol à côté ou le chinois. Tout dépend du business. Euh, Après, moi, j'étais toujours bon en maths et en physique parce que j'avais un bac S. Et bon, après, j'ai fait finance qui était beaucoup basé sur les mathématiques et tout ça. Donc, je pense que ça m'aide un tout petit peu dans ma manière de réfléchir, ma manière d'analyser les choses. Mhm. J'ai un esprit très synthétique. Je me pose beaucoup de questions. Et sur le compétence on va dire, côté caractère, c'est c'est tout simplement premièrement, la curiosité, comme je dis tout à l'heure, s'intéresser à tout, être curieux. C'est pas parce que c'est l'autre qui le fait que ça m'intéresse pas ou j'ai pas envie de comprendre ou j'ai pas Mhm. envie de savoir. C'est très important de comprendre toute une image quand on travaille dans une entreprise, même si tu le maîtrises pas et tu le comprends. C'est très très important. Et deuxièmement, il faut pousser des portes. Il faut pas en avoir peur en fait. Il faut Mhm. pas se mettre des... Déjà, la vie est un tout petit peu compliquée. Le contexte social, parfois, il est un peu compliqué. Il faut pas se mettre de barrières à soi-même. Tu as un projet, tu avances. Si ça marche pas chez le premier, ça marche chez le deuxième. Si le premier, il te recrute pas parce que il a des préjugés sur toi ou il voit que ton profil est pas bien, tu vas tomber sur un deuxième recruteur qui va trouver que tu colles parfaitement à ton Mhm. poste, au poste qu'il propose et que tu vas être recruté. Donc il faut jamais, jamais baisser le bras. Tu passes par des épreuves difficiles. Moi, je dis ça par connaissance de cause. Comme je t'ai dit, euh, au moment où on était étudiant, il y a un moment où tu penses vraiment à tout arrêter Mhm. et, euh, et faire autre chose, quoi. D'abandonner les études et surtout, moi, c'était pas que les études. Moi, je voulais être majeur de promo. Donc, il fallait un double Mhm. travail pour ça, etc. Et, et, on- et deuxièmement, j'avais pas de ressources financières. Tu peux pas Mhm. appeler tes parents au bled pour lui dire, est-ce que tu peux m'envoyer 600 euros? 600 euros, c'est le salaire c'est un très haut salaire là-bas. Les gens, là-bas, le salaire moyen, c'est même pas 200 euros. Mhm. T'imagines, tu demandes à quelqu'un 3 mois de salaire, ça fait beaucoup. Donc, il faut travailler pour ça. Et je pense que c'est ce côté que tu dis, bon, faut pas que je baisse les bras, c'est pas grave, je travaille la nuit. Je finissais à 6 heures du mat, je rentre, je dors 2 heures et je vais à l'école. Mhm. Pour ça m'est arrivé à m'endormir À à l'école. l'école. Mais finalement, ça a payé. J'étais major de promo, j'ai réussi. Et je me suis dit, finalement, c'est vraiment on va dire, c'est l'instinct du killer à l'intérieur. Tu as toujours envie d'aller jusqu'au bout, l'envie de réussir, l'envie de prendre l'opportunité qui se présente qui permet à aboutir ces choses-là.
des choses plus belles, Inch'Allah, dans l'avenir. J'ai l'impression que c'est ça un peu la différence de quelqu'un qui, entre guillemets, arrive à atteindre ses objectifs et quelqu'un qui n'y arrive pas. C'est quand on se compare à d'autres personnes qui ont plus de facilité et du coup on se trouve défavorisé par rapport à eux et du coup on baisse les bras. Voilà, c'est tout à fait comme... En fait, c'est un problème aussi social. Beaucoup de sociologues en parlent en France. Il faut pas toujours penser que ce qu'on dit, voilà, ce qu'on regarde dans la télé, etc., bon, c'est à choisir, il faut faire le tri. Mais il y a des choses très intéressantes dites par des sociologues, il y a pas mal d'études là-dessus. C'est que quand on vient d'un milieu défavorisé, on est toujours... euh, on se met des barrières à soi-même. Et ça, c'est le plus gros problème. Parce qu'à la fin, la personne qui vient d'un milieu aisé, il a pas il sait pas que tu te mets ce barrière, que toi-même tu mets cette barrière pour ton propre projet, parce que lui, il n'a pas ses problèmes. Mais par contre, ce qu'il n'a pas, lui, c'est que il n'a pas vécu dans le même contexte que toi. En fait, parce que la difficulté, elle t'apprend à être créatif. En arabe, on dit c'est-à-dire c'est le besoin qui nous pousse à la créativité. Si simple que ça. Et quand tu es créatif, tu es intelligent. Et quand tu es intelligent, tu peux utiliser ton intelligence dans pas mal de domaines. Donc il faut le prendre comme ça. Parce que nous, notre galère qu'on dit aujourd'hui, par rapport à nos grands-parents, nous, c'est rien. On n'a rien foutu en fait. C'est que c'est pas vraiment une galère. Quand je raconte ça à mon grand-père, bah, il est mort de rire quoi. Bah oui, c'est bien, t'es bien mignon, c'est cool. Moi, je bossais de 6h du mat à 6h le soir sur les chantiers tous les jours. Ben, merci. Ben, à l'aéroport Charles de Gaulle, ben, j'ai bossé 15 ans là-bas. Ben, merci, quoi. Et on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de sécurité. Et c'était nous, la sécurité, quoi. Donc, tu dis, il faut toujours relativiser. Il faut toujours bosser parce que la compétence paye à un moment ou à un autre. D'accord. Et ça, c'est international et universel. Hein. Tout le monde adore les bosseurs. Si simple que ça. Donc, il faut devenir... Bon, il faut être bosseur. Et quand tu es bosseur, tout simplement, les gens apprécient ton côté bosseur. Et quand tu es bosseur, tu vas acquérir des compétences. Et quand tu as des compétences, c'est à ce moment-là où tu as la clé pour réussir, pour monter ta propre boîte si tu as envie, pour convaincre ton client s'il est en face de toi, pour résoudre le problème d'un prestataire s'il te donne un brief, et ainsi de suite. C'est intéressant. J'avais une question, on a presque terminé. Comment est-ce que tu fais pour progresser? Me remettre en question en permanence, rien n'est acquis. Certainement, plus qu'on avance dans la vie, plus qu'on est mûr. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je suis carrément différent par rapport je pense d'une manière carrément différente par rapport à quand j'avais 25 ans. Donc, il faut toujours se remettre en question d'une manière permanente. Est-ce que je peux donner plus? Est-ce que je peux faire plus? Est-ce que je peux être plus créatif? Est-ce que je peux faire un truc carrément différent? Parce qu'il faut savoir, c'est que dans une vie, on peut avoir plusieurs vies professionnellement parlant. Et c'est à ce moment-là, c'est envie de faire autre chose. Et c'est envie de progresser dans ton propre domaine. C'est juste une remise en question. Tu dis, bah voilà, aujourd'hui, ça me plaît plus. Donc, soit il faut que je fasse autre chose, soit il faut que je change de domaine ou quoi que ce soit. Et pour moi, changer de domaine et recommencer à zéro, c'est pas un recul. Peut-être, oui, c'est une régression au niveau de titres que tu vas avoir sur ton LinkedIn, mais c'est une progression en soi pour ta propre personnalité. Donc, c'est ça pour moi, c'est ça la progression. C'est vraiment une remise de question. Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que je peux ramener plus? Est-ce que je suis content et convaincu par mon travail? Est-ce que tu te fixes des objectifs Non. Alors, je me fixe des objectifs. Ça dépend pourquoi. Mais généralement, moi, je prends on va dire, mes jobs comme des missions. Donc là, par exemple, j'ai une mission de créer un réseau, créer une offre pour cette région, pour une dizaine de marchés. Ça va prendre 1, 2, 3 ans. À la fin de la mission, pour moi, l'objectif est atteint. Donc, j'aurais besoin, voilà, c'est ainsi que j'aurais besoin d'un nouveau challenge. Peut-être dans la même boîte, dans une autre boîte, dans le même poste. Des fois, on est re-challengé. Comme j'ai mentionné l'exemple tout à l'heure de Emirates, j'en avais assez un peu des clients de travel.
c'était un challenge carrément différent. Et là, hop, tu repars dans une aventure différente. Et donc, voilà, il faut fixer un objectif, c'est que de réussir au maximum ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on s'engage sur des études pour un master, il faut finir ce master, sinon ça sert à rien. Si on s'engage pour postuler pour un poste qu'on fixe, qu'on veut être un data scientist, on veut être un ingénieur informatique ou quoi que ce soit, il faut décrocher quelque chose qu'on cherche. Et c'est une première atteinte d'objectif, et après le reste, il viendra, quoi. D'accord. Tu consommes des contenus, tu lis, tu auras des vidéos Alors moi, je lis beaucoup. Je lis beaucoup plus que les vidéos. Bah, je regarde de temps en temps parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté et pas mal de sujets pour mon travail sont liés, on va dire, au contenu en ligne. Donc, il faut toujours être à jour par rapport à ton travail. Sinon, par rapport à la lecture, mes lectures sont beaucoup plus des auteurs très classiques de la littérature française, de la littérature arabe, de la littérature anglaise. C'est l'avantage de lire en plusieurs langues Est-ce aussi. que tu as un livre qui te plaît particulièrement, un ou deux livres? Bon, ça va être un peu difficile à dire, mais on va dire en français, j'aime bien. Bon, en français, j'aime bien un livre qui s'appelle La paix et la guerre de Tolstoï. Mhm. C'est un grand classique et c'est un livre où voilà, tu passes par plusieurs, on va dire, états d'âme qui sont carrément différentes et qui sont très intéressants dans l'analyse et qui t'apprennent aussi à avoir un regard différent dans la vie, même s'il raconte une histoire, mais quand tu le regardes de l'intérieur, de l'extérieur, ça peut paraître qu'une histoire qui est bien écrite, mais pas que. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de choses. Pour moi, hein, je comprends beaucoup de choses derrière, etc. Après, un deuxième livre, ça va être très difficile à choisir parce que j'en lis beaucoup. Mhm. Mais j'aime bien, si j'ai à prendre un deuxième, j'aime bien tous les livres de Taha Hussein. C'est un, c'est un écrivain égyptien dans les années 50 qui a fait son doctorat de littérature à la Sorbonne D'accord. et qui écrit d'une manière très facile. Et c'était quelqu'un qui voyait pas. Ok. Et Donc, donc voilà, aveugle. c'était quelqu'un qui est aveugle, donc c'était quelqu'un qui écrivait pour lui. Voilà. Sa manière de raconter l'histoire, c'est quelqu'un qui voit les choses d'une manière différente. Il voit des choses que tu vois pas. Donc quand tu lis ses livres, Ils sont traduits voilà, ils sont traduits en plusieurs langues. Ouais. D'accord. Donc quand tu lis ces livres, c'est vraiment, tu dis comme quoi chacun a sa manière d'analyser la vie, même en racontant une histoire des fois qui peut être vraie, qui Hmm. peut être fiction, ça peut être bien. Après, et le troisième classique que je dis qui est très inspirant, c'est vraiment l'autobiographie de Nelson Mandela. D'accord. C'est en fait qui résume la persévérance tout simplement. Et la force du caractère de ce mec Hmm. qui parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, il disait que des mots qui étaient justes, etc. Et qui a fait un combat extraordinaire contre l'apartheid, contre le racisme, contre pas mal de préjugés sociaux et qui est Hmm. devenu le président de l'Afrique du Sud pour te dire, et qui est passé par la prison, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel et je trouve que pour se motiver et quand on pense qu'on a des problèmes, tu dis quand même, il y a des gens qui ont eu des soucis beaucoup plus compliqués que nous. C'est clair. Et ils sont arrivés à la On ne fin, peut pas se quoi. permettre de se plaindre. Et voilà, il faut pas permettre de se plaindre. Hmm. Voilà. Bah, très bien, je mettrai tout ça en description. Mm. Si on veut te contacter pour poser des questions ou tu es disponible sur LinkedIn, je pourrais mettre ça en description. Oui, si tu veux, il n'y a pas de souci, ça me pose pas de D'accord. problème. Ouais. Très bien. Ok. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup de Bah, je t'en prie. tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Je t'en prie, c'était Et intéressant. je te souhaite une bonne continuation. Bah, merci Merci beaucoup. beaucoup. À Merci. bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à votre entourage. À la semaine prochaine, Inch'Allah.